Oui. Bonjour. Oui, le micro marche. Oui. Bon, je vois qu'aujourd'hui, au moins, tout le monde a pu trouver un siège. J'ai essayé d'obtenir la salle plus grande que j'avais autrefois, mais il y a une grosse pression sur les salles actuellement au collège. Donc, j'ai des collègues dont le succès est tel que le grand amphi Marguerite de Navarre ne suffit pas. Il faut en plus un autre amphi pour transmettre en visio. Donc, on va rester ici. Aujourd'hui, au début du cours, je vais terminer ce que j'avais fait donc au premier cours, c'est-à-dire une rapide prise de vue de la civilisation du Khorasan des 9e, 10e siècles, l'âge d'or du Khorasan, l'aboutissement des processus d'hybridation entre Iran de l'Ouest et Iran de l'Est qui feront l'objet du cours de cette année. La semaine dernière, nous avons vu en quoi l'âge d'or du Khorasan a prolongé et affirmé les virtualités qui s'exprimaient dans l'Asie centrale préislamique, dans les domaines de l'économie, des sciences et des arts. Puis, nous avons abordé la question de la langue, le domaine où là, c'est l'Iran de l'Ouest qui a gagné, en imposant par un processus pacifique une langue au départ extérieure à la zone, le persan, ou plus exactement le néo-persan. Les linguistes ont l'habitude de dire qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée. Mais en l'occurrence, nous verrons que dans le cas de la conquête de l'Asie centrale par le persan moderne, le facteur militaire a joué un rôle, mais pas du tout exclusif. Alors, depuis le XVIe siècle, en Asie centrale, et d'ailleurs un peu en Iran aussi, le persan a lui-même perdu du terrain devant les langues turques. Mais il reste une référence culturelle. Où donc s'est préparée sa victoire? Alors, on fait face à deux constats problématiques. Premièrement, en Asie centrale, le persan s'est imposé sur un fond qui lui était apparenté des langues iraniennes, mais quand même hétérogène. Des langues iraniennes pas de la même branche, et il devait sans doute l'intercompréhension entre les langues iraniennes de l'Est et de l'Ouest ne devait pas être évidente. Bien. Mais même par rapport à l'Iran de l'Ouest, le néo-persan n'est pas le prolongement exact de la langue qui avait été utilisée comme langue officielle et religieuse de l'Iran sassanide, c'est-à-dire le Pahlavi. Alors, pour tenter d'expliquer ce paradoxe, il y a plusieurs modèles explicatifs qui ont été proposés. Je vais m'en tenir aux principaux, qui sont le très classique modèle présenté par Gilbert Lazare dans une série d'articles qui ont été réimprimés et qui restent aujourd'hui la base de discussion la plus solide. Voilà. Ah oui, à gauche, c'est la couverture de son volume, qui est en fait un recueil d'articles. À droite, un article tout récent par Étienne de la Vessière qui propose un modèle légèrement assez différent en fait, plutôt à caractère militaire et plutôt plus centré sur un lieu spécifique qui est l'oasis de Merv. On va en parler. Et puis, bientôt va paraître un ouvrage de l'iranologue américain Kevin Van Bladel, qui est au départ un spécialiste du syriaque et qui a beaucoup travaillé justement sur cette période de transition où des élites militaires et notamment des vizirs d'origine centra-asiatique jouent un rôle essentiel à Bagdad. Alors, pour faire bref, le modèle Lazare, que j'ai tenté, avec mes modestes talents graphiques, de synthétiser sur ce tableau,
c'est que, alors en gros, voilà, en bleu c'est le Pélévi, vous voyez, et en rouge c'est le néo-persan. Alors, pour Lazare, cette carte se situe donc au départ à l'époque sassanide. Vous voyez, il trace une ligne dans l'Iran, parce que le néo-persan se serait formé, il appelle ça le dialecte du Nord. Ça se serait formé au nord, au sens large, à la fois Khorasan, mais aussi le plateau iranien lui-même, par un double processus de différenciation dialectale et d'expansion. Processus qui s'est fait progressivement à l'époque sassanide. La colonisation militaire ayant joué un rôle, avec, on va revenir là-dessus, l'oasis de Merv, mais pas seulement, parce que selon lui, le dialecte du Nord était aussi, au moins en partie, celui pratiqué à la cour de Ctésiphon, d'où le nom de Dari, langue de la cour, que lui ont donné plus tard les historiens persans. Il aurait été en vogue à la cour à cause de l'importance des grandes familles aristocratiques d'origine parthe issues du nord de l'Iran et qui avaient un rôle en fait essentiel à la cour. Et alors au sud, on aurait donc le Pélévi centré sur le Fars, le Khouzestan, et qui s'est étendu en fait vers le Sistan et qui en fait a été adopté à l'époque sassanide comme langue officielle des grandes inscriptions, de l'administration, parce que tout simplement la dynastie était originaire des régions où on le parlait, et il a été aussi la langue des grands traités religieux à cause de l'importance du clergé et du Fars, et plus tard du clergé du Seistan. Bien, alors c'est cette forme de mais c'est le persan du Nord en fait, qui comprenait, vu son assise géographique, pas mal d'emprunts à la langue parthe. C'est ce persan-là qui va s'imposer à l'Est d'abord au IXe et Xe siècle, et puis au XIe siècle, conquérir en fait tout l'Iran. Bien, ça c'est le modèle Lazare, qui tient toujours, qui sert toujours de référence. Alors, le modèle de la Vessière est un peu différent. Lui, il recentre le processus sur un lieu précis, qui est l'oasis de Merv, ici, qui a été la grande base militaire de l'expansion sassanide vers l'Est. Et à certains moments a même joué le rôle de capitale temporaire. Alors, sa thèse, c'est que l'oasis de Merv a été le lieu de cristallisation de cette nouvelle forme de persan en deux phases. Une à l'époque sassanide et l'autre post-sassanide au 8e, 9e siècle, dans les deux cas en liaison avec un processus de colonisation, d'importation donc de colons venus de l'Ouest et également de stationnement de grosses garnisons militaires. Alors, mais lui, il voit plutôt la symbiose se créer dans les villages que dans les casernes. Voilà. Il a pointé sur cette carte. Cette carte représente donc la partie irriguée, enfin, la zone irriguée de l'oasis de Merv, qui est énorme. Et en rouge, ce sont les points de peuplement qui apparaissent spécifiquement après la conquête arabe. C'est-à-dire les endroits où on a amené des colons de l'Ouest dans l'oasis, qui pouvaient être des Arabes, mais pas en majorité. C'était plutôt des gens qui venaient des régions iraniennes de l'Ouest. Et donc, ce serait donc au niveau des villages, des bazars, si on veut, que ce serait produit la symbiose linguistique. Voilà, cette théorie, cet article est paru l'année dernière, et évidemment, il est trop tôt maintenant pour prévoir dans quelle mesure ce modèle va être approuvé ou non dans les débats qui ne vont pas manquer de se produire. Alors, pour finir ce chapitre introductif sur les conséquences à long terme de l'influence sassanide sur la culture
du Khorasan et de l'Asie centrale en général, il faut envisager un dernier point qui est ce que j'appellerais la canonisation de la mémoire historique iranienne. Qu'est-ce qui a été choisi dans le passé iranien pour porter l'histoire nationale, hein. En fait, comme pour la langue, ce processus de canonisation à l'Est a supplanté largement les héritages locaux. La mémoire historique de l'Iran qu'on a portée en Asie centrale, c'est en fait très largement une mémoire historique non locale, c'est la mémoire historique héritée de l'Empire sassanide. Bien. La transmission du passé iranien, disons, une première étape, c'est l'un des premiers textes développés en persan, en néo-persan, la chronique de Balami, qui était le vizir de la dynastie samanide, hein, position évidemment, ce qui n'est pas un hasard, hein, position de grande influence. Il a établi sa chronique à peu près vers 960, et disons, pendant très longtemps, en Asie centrale, quand on voulait s'informer du passé de l'Iran, c'est ça qu'on lisait. Bon. En fait, c'est une traduction abrégée et parfois complétée de la chronique arabe de Tabari, qui raconte la conquête, mais ce qui a précédé aussi la conquête, c'est-à-dire la chronique arabe de Tabari est aujourd'hui encore la source narrative la plus développée que nous avons pour l'histoire de l'Empire sassanide. Mais alors, il a donc abrégé, il l'a complété, il a modifié, et l'ouvrage de Balami n'a pas été bien reçu dans le milieu des intellectuels arabes parce qu'il a été considéré comme ayant un biais anti-arabe. Cette chronique de Balami a joué un rôle important dans la connaissance qu'on a eue en France de l'Empire sassanide et de la conquête arabe parce qu'elle a été très tôt traduite en français par Zottenberg. On la trouve encore. Il faut se méfier d'ailleurs de ce qu'annoncent les libraires parce que on est chronique de Tabari. Ben non, c'est pas la chronique de Tabari, c'est la chronique d'une adaptation abrégée de Tabari. Au XIe siècle, évidemment, au début du XIe siècle, arrive le Livre des Rois, le Shahnameh, qui va devenir le monument incontournable de la mémoire historique iranienne. Alors, une fois le Shahnameh, il y a eu des proto-Shahnameh, y compris localement, on le sait, en Sogdiane et sans doute dans d'autres régions d'Asie centrale. On les a étudiés l'année dernière au cours par les traces qu'ils ont laissées dans la peinture murale, mais ces anciennes versions ont été soit absorbées, soit supplantées par l'ouvrage de Ferdoussi qui, à partir du début du XIe siècle, s'impose complètement. Donc, on doit chercher les traces des proto-Shahnameh doivent se chercher aujourd'hui dans la grande peinture sogdienne. Vous voyez, donc ici, c'est des épisodes que j'ai pu identifier récemment qui se rapportent de très très près au récit que nous a transmis Ferdoussi, mais c'était des versions locales. Hein. Le seigneur ce que j'appelle le seigneur des anneaux, qui serait en fait Khosrow, le grand roi de l'Iran, et de l'Iran mythique, hein, c'est dans les temps pré-dynastiques, si on veut dire, enfin, disons, des dynasties légendaires. Et ici, son ennemi, le grand ennemi, que j'appelle le seigneur des dragons, parce qu'on identifie son peuple par le dragon qui fait le pommeau de l'épée, et qui est Afrasiab. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que lui, il représente l'Iran de l'Ouest, et lui, il représente l'Iran de l'Est. Les légendes localisaient notamment Afrasiab à Samarcande. Mais l'identité, on voit très bien que les sympathies
des auteurs et des consommateurs de ces peintures de Penjikent vont à l'ouest et pas au seigneur dont il pourrait se prétendre l'héritier. C'est ce qui va... L'héritage d'Afrasiab va être revendiqué, mais plus tard, par les dynasties turques. Mais en fait, c'est pour embêter les Iraniens. Bon, je vais revenir là-dessus. Alors, y avait-il eu en bactrien, en sogdien, des chroniques locales? Ben, s'il y en a eu, on ne les a pas, et elles n'ont même pas été traduites en arabe ni en persan. Les chroniques locales qu'on a en persan, par exemple, une source très importante qui est la chronique de Boukhara, l'histoire de Boukhara, a apparemment pas été faite d'après des sources écrites préislamiques, et elle a d'abord été écrite en arabe au Xe siècle. On n'a pas traduit des chroniques locales. Le seul endroit où on dit qu'il y avait des chroniques locales, c'était au Khwarezm, mais on ne les a pas. Bien. Donc l'identité culturelle des élites persanophones de l'Est se définit par deux termes, c'est Adjam ou Shurubit. Alors Adjam, c'est le terme qu'on trouve employé donc dans les sources arabes pour dire en gros ce qui n'est pas arabe et qui est à l'est. Voilà. Donc ça comprend l'Iran, mais ça comprend plus. C'est culturellement iranien. Bien. Et il y a aussi un terme plus polémique qui apparaît au Xe siècle, qui est Shurubit, la Shurubiya. Alors là, c'est polémique, c'est vraiment l'école intellectuelle ouvertement anti-arabe. C'est-à-dire que ce sont les intellectuels iraniens qui ont commencé à affirmer qu'en fait, les Arabes n'avaient pas inventé autre chose que le Coran, et que la science arabe, c'est l'héritage intellectuel de l'Iran ancien. Ouais. La tendance shroubite a encore des beaux jours dans disons, les milieux érudits et intellectuels modernes de l'Iran. Donc, aussi bien Adjam que Shurubit, ça ne distingue pas entre l'héritage perse et l'héritage local d'Asie centrale. Alors, on trouve le même phénomène pour les tentatives de légitimation dynastique. Alors ça, ce qui ont été très bien étudiés dans un magnifique article de Clifford Bosworth, un très grand historien britannique, disparu il y a quelques années, qui était venu au Collège de France participer au colloque qu'organisait Étienne de la Vessière sur les élites d'Asie centrale dans l'Empire abbasside, et cet article donc, sur l'héritage, l'héritage du pouvoir dans l'Iran islamique ancien et la recherche de connexions dynastiques avec le passé. En gros, ce qu'il montre, c'est que toutes les dynasties successives se sont fait fabriquer des généalogies, qui évidemment sont presque toujours fausses. Mais ce qui est intéressant, c'est où ont-ils cherché leur légitimité. Alors, ce qu'on voit, c'est que seules des petites dynasties locales ont maintenu leur généalogie préislamique. La dynastie de Boukhara, les Boukhar-Khoudat, mais qui perdent absolument tout pouvoir à partir du 8e siècle. Les rois de Samarcande, c'est pareil, ils perdent tout pouvoir, ils deviennent des officiers à la cour du calife, mais ils n'ont plus de pouvoir local. Alors eux, ils avaient des généalogies qui remontaient avant l'islam. Alors il y a aussi les rois du Khwarezm. Alors eux, ils ont gardé le pouvoir jusqu'au XIe siècle, parce qu'ils étaient évidemment très périphériques. Bon, les Arabes savaient qu'il fallait s'appuyer sur eux pour contrôler le pays. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a une généalogie très développée pour eux, qui a été compilée par le grand historien Al-Biruni, mais elle est fausse. Elle est fausse. Et quand on compare avec les monnaies, c'est pas les mêmes noms. Et pourtant, Biruni était un familier de la cour du Khwarezm, de la famille royale. Donc il y a vraiment là une perte de mémoire assez impressionnante.
Alors, les grandes dynasties paniraniennes originaires d'Asie centrale, elles, se sont pas revendiquées de racines locales, elles se sont carrément rattachées aux Sassanides ou aux héros du Shahnameh. Alors, par exemple, les Tahirides, la première dynastie qui a commencé à s'émanciper des califes et à gouverner le Khorasan. Au départ, ce sont des aristocrates de Hérat, des Khorasaniens. Alors, ils ont commencé par se faire fabriquer une généalogie Quraishite pour se rattacher à la famille du prophète. Bon. Puis ça n'a pas vraiment marché, parce que la supercherie passait très difficilement. Donc finalement, ils se sont retrouvés descendants de Rostam. Voilà, on a trouvé Rostam pour eux. Il y a les Samanides, la grande dynastie des Samanides. Au départ, probablement, on pense maintenant, ce sont des Turco-Sogdiens. Hein, cette aristocratie mixte qu'il y avait en Sogdiane avant la conquête arabe. Alors eux, ils se diront descendants de Bahram Choubin, un usurpateur sassanide qui, de la fin de l'époque sassanide. C'est commode de se rattacher à Bahram Choubin parce que, comme il a fini sa carrière réfugié à l'Est chez les Turcs, on pouvait parfaitement considérer qu'il avait semé des enfants sur sa route et s'y rattacher. Bon, voilà, ils se diront descendants de Bahram Choubin. Alors, les Bouyides, alors eux, ce sont des Iraniens occidentaux, puisque ce sont des gens du Mazanderan. Alors, eux, ils se rattachent à un autre roi sassanide, Bahram Gur. Voilà. Donc, on peut dire, en forçant un petit peu le trait, je dirais que les aristocraties d'Asie centrale ont oublié leur généalogie de la même manière qu'elles ont oublié leur langue. Alors, malgré tout, petit bémol quand même, c'est que quand on en vient au port, il y a très très peu, évidemment, il y a extrêmement peu de portraits à cette époque. C'est des portraits évidemment très conventionnels. Mais alors, curieusement, quand les Samanides se font tirer le portrait, c'est-à-dire sur cette monnaie très rare de Boukhara, de Mansour ibn Nour, qu'est-ce qu'ils prennent comme modèle? Ils prennent le profil très caractéristique des Hephthalites, qui avait dominé au 5e, 6e siècle, repris un peu, puis la coupe de cheveux, le style général, ça ressemble beaucoup aux monnaies, aux médailles d'un souverain turc du début du 6e siècle. Mais alors pour le profil Hephtalite, on voit très bien, c'est ce qu'on avait fait pour Rostam. La tête de Rostam sur les peintures de Penjikent, c'est à croire qu'elle a été copiée, moi je pense que c'est d'ailleurs le cas, elle a été copiée sur des monnaies du 5e siècle, parce que des monnaies émises par des souverains Hephthalites de la région de Kaboul ou Ghazni. Or, dans le Shahnameh, on lit que Rostam, par sa mère, est originaire de ces régions. Par son père, il est originaire du Sistan. Donc, il y a c'était astucieux d'aller chercher des vieilles monnaies. On savait encore que ces rois avaient régné à Kaboul, et on a tiré le portrait de Rostam en copiant les monnaies. Bien. Et alors apparemment, les Samanides vont un peu continuer, parce que donc visiblement, on était à court de modèles iconographiques. Alors là, on a cherché plutôt des modèles iconographiques locaux, mais c'est vraiment, c'est une exception, d'ailleurs très très récemment identifiée, à la règle générale qui est que l'identification familiale se fait avec les Sassanides ou des héros du Shahnameh. Alors, on va voir plus tard des souverains deux dynasties en fait, qui se revendiquent d'un héros d'Asie centrale. Afrasiab, que j'ai montré tout à l'heure, le roi dragon, le grand ennemi de l'Iran. Alors, à partir ça a commencé avec les Karakhanides, qui prennent le pouvoir à Samarcande à la fin du Xe siècle, et puis donc les Ghaznévides ensuite, vers la même époque, qui sont au départ des Mamelouks turcs, hein, et finalement les Seldjoukides. Ils se diront fils d'Afrasiab. Alors là,
c'est un retournement idéologique. Comme ils s'affirment contre des pouvoirs iraniens, en fait, les Ghaznavides, oui, comme ils s'affirment contre des pouvoirs iraniens de l'Ouest, et que dans le Shahnameh, le grand méchant, c'est Afrasiyab, mais c'est qu'eux, ils le trouvent sympathique. Et ils se rattachent à lui. Mais en aucun cas, ça n'est très probablement pas des généalogies anciennes. C'est disons, un tour de passe-passe idéologique qui a été qui apparaît à cette époque. Donc, pour terminer avec cette introduction, on voit que contrairement à l'économie, la science, les arts, où il y a eu une grande continuité, quand il s'agit de la langue, quand il s'agit de la mémoire, il y a une rupture. Il y a eu une rupture et ce que j'appellerais, moi, une réiranisation occidentale, après la conquête. Et ce que je vais tâcher de montrer cette année, c'est que d'autres poussées d'influence analogues avaient existé, en fait, auparavant, à divers moments de l'histoire sassanide. Durant tous ces siècles, du 3e au 8e, ce qui se joue entre l'Iran et l'Asie centrale, c'est un dialogue permanent, des échanges, parfois guerriers, parfois violents, parfois par diffusion culturelle. Et il faut, dès ces époques, il faut considérer que la culture iranienne marche sur deux jambes, une à l'est et une à l'ouest. Alors, je continue et j'aborde un autre thème qui est un rappel des interactions entre Iran et Asie centrale avant l'époque sassanide, parce qu'il y a un passé sur lequel il faut s'attarder moins longuement qu'on ne le fera pour l'époque sassanide, mais malgré tout, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'époque sassanide si on ne voit pas ce qui s'est passé avant, dans la longue durée. Et la longue durée, moi, je la fais commencer avec Cyrus. Voilà, évidemment, elle a commencé avant. On sait aujourd'hui que la culture de l'âge la grande culture de l'âge du bronze, dite du Bimak en Asie centrale, était en rapport avec la culture élamite d'Iran. Bien. Mais la première tentative d'appropriation politique de l'Asie centrale par l'Iran, c'est le fondateur de la dynastie achéménide, Cyrus, vers 540, qui conquiert brièvement les provinces orientales, où apparemment il meurt lors d'une expédition contre des Scythes. Et puis, donc, là, je reproduis un tableau chronologique que je ne vous demande pas de lire en entier, mais où je fais ressortir les grandes étapes. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'unité politique, elle a été à peu près continue. Entre l'époque achéménide et 240 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un siècle après Alexandre, il y a une unité politique entre l'Est et l'Ouest. L'Asie centrale, en gros, appartient au pouvoir qui domine en Iran occidental. Et puis, à partir de 240 avant notre ère, il y a des alternances, des poussées, des reculs, une situation beaucoup plus mouvante. Alors, je dirais 540-330, à la suite des campagnes de Cyrus et de Darius Ier, l'Asie centrale est pour la première fois de son histoire incorporée à un empire du plateau iranien, l'empire perse achéménide. Bon, je saute sur les détails. 329-328, Alexandre en Bactriane et en Sogdiane, voilà, et ensuite ces régions échouent à ses successeurs, les Séleucides,
qui sont plutôt centrés sur la Syrie et la Mésopotamie, mais qui, jusqu'en 240, ont gardé le contrôle de l'Asie centrale, y compris parfois en y intervenant personnellement de manière militaire. Mais à ce moment-là, une dynastie iranienne nomade, les Parthes, c'est le peuple, Arsacide, c'est la dynastie, s'impose dans ce qui est aujourd'hui le Turkménistan, et à partir de là, ils vont progressivement arracher aux Grecs le plateau iranien. Mais l'Est reste grec. Donc, la Sogdiane, capitale samarcande, plus au sud de la Bactriane, reste en possession d'une dynastie grecque qu'on appelle les Gréco-Bactriens, qui affirme son indépendance au lendemain d'une tentative de reconquête par le roi Séleucide Antiochos III, en 205. Alors, il y a une belle page chez Alfred Fouché, dans son magnifique livre La vieille route de l'Inde, de Bactre à Taxila, où il nous fait monter sur les remparts de Bactre en 205, au moment où Antiochos III, le Séleucide, plie bagage, parce qu'il a compris qu'il vaut mieux laisser les Grecs de Bactriane se défendre tout seuls. Qui seront plus efficaces, et que ça ne sert à rien de se diviser entre Grecs. Donc il repart. Au passage, il passe par l'Inde parce que ce qui l'intéresse surtout, c'est de rafler des éléphants dont il a besoin dans ses guerres à l'ouest, mais il repart. Et Fouché écrit « Regardons le bien s'éloigner avec son armée des remparts de Bactre. C'est la dernière fois jusqu'aux Anglais qu'un conquérant venu d'Occident viendra tenter de conquérir ces régions. Et oui, entre Antiochos III, moins 205, et les Anglais, guerre anglo-afghane 1842, personne venu de l'Occident n'a essayé de conquérir l'Asie centrale, pas même les Romains, qui n'y pensaient certainement absolument pas. L'Iran, c'était déjà un assez gros morceau pour eux. Alors, ensuite, donc, entre 150 et 130, la dynastie gréco-bactrienne succombe face à divers peuples nomades. Bon, parmi lesquels va émerger, on va en reparler, donc, un des peuples qu'on appelle les Yuezhi et qui va fonder la grande dynastie Kushan, donc contemporaine des Parthes et contemporain du Haut Empire romain, et qui va déborder sur l'Inde à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Au Khorezm, on va en parler un peu, il y a une royauté indépendante. Le Khorezm a presque toujours... Après les Achéménides, le Khorezm a toujours été indépendant. Royauté indépendante, influencée culturellement par les Parthes et les Kushans. En Sogdiane, les Kushans ne s'imposent pas, ce sont d'autres nomades, l'empire Kankyu, qui domine. On en a beaucoup parlé il y a 2 ans au séminaire, avec Qin Chaozhong, séminaire ici. Ensuite, 230-370, alors là, le pendule repart dans l'autre sens. C'est à nouveau l'Ouest qui s'affirme, et c'est la dynastie sassanide qui, entre 230 et 370, multiplie les succès sur le front de l'Est et impose une certaine forme de domination, mais qui n'est quand même pas une colonisation. C'est une sujétion, mais ce n'est pas une colonisation. Ensuite, à partir de 350 à 560, le monde de la steppe, qui avait été plutôt tranquille après le IIe siècle avant Jésus-Christ, s'agite de nouveau. On va en reparler. Est-ce qu'il y a eu... On pense maintenant beaucoup, évidemment, à des données climatiques. En tout cas, ça n'arrête pas de se déverser. Peuple après peuple, dynastie après dynastie. Grosso modo, et j'écris, chacune de ces vagues marque un renforcement de l'élément turc par rapport à l'ancien élément iranien nomade. Progressivement, l'élément turc. Nos collègues ouzbeks aimeraient bien voir l'élément turc beaucoup plus fort et beaucoup plus tôt, mais bon, ça ne s'est pas, comme je dis, hein, jusqu'à l'époque de la conquête arabe et même après, l'aristocratie, elle est sogdo-turque, irano-turque. Quand on voit les noms,
On voit que ce sont des familles mélangées. Ça va durer. Encore Babur, dans ses mémoires, quand on lit les mémoires de Babur, on voit qu'il s'en fiche complètement d'avoir une identité turque, une identité mongole ou une identité persane. Pour lui, ça pose absolument aucun problème. Il est bilingue, tout le monde est bilingue. Donc voilà, l'empire des 560, 660, les plus redoutables, dont j'ai beaucoup parlé au cours des années précédentes, l'empire des Huns Hephthalites, voilà, adversaire redoutable des Sassanides, et puis 560-630, le premier empire dit turc, qui s'auto-intitule turc, mais qui au départ a eu des rapports pacifiques avec les Sassanides. Donc c'est une époque, en fait, c'est une époque de forte influence venue de l'Ouest. De 630 à la conquête arabe, morcellement de l'Empire turc, les principautés d'Asie centrale s'émancipent sous la suzeraineté très théorique de la Chine des Tang. Oui, en Chine, on va nous dire que ce n'était pas si théorique que ça, mais en fait, ça l'était. Bien. Puis la conquête arabe, la dernière conquête venue de l'Ouest dans l'histoire de l'Asie centrale, jusqu'à la conquête russe. Et les tentatives de conquête anglaise. Bien. Sous la dynastie des Umayyads, voilà, c'est là que les grandes capitales tombent, et puis après, on en vient à ce dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire l'affirmation de dynasties locales qui s'émancipent du califat. Bien, ça c'est pour placer les cadres chronologiques. Alors, reprenons depuis le début. Reprenons depuis le moment où le pouvoir grec a disparu, s'est effondré en Bactriane. Ils vont continuer un certain temps. Dans l'Inde du Nord, les tout derniers, maintenant, on les situe vers 10 après Jésus-Christ. Donc là, sous ce souverain Parthe, ouais, c'est un magnifique portrait. Ils avaient à leur service des graveurs de monnaie grecs qui faisaient des monnaies de même qualité que pour les souverains grecs. Après, ça va se dégrader, mais alors là, c'est magnifique. Artaban Ier, donc 128-124, c'est le moment, disons, quand il est sur le trône des Parthes, les Grecs, depuis une dizaine d'années, ont disparu de Bactriane. Et au début, le front, il y a un affrontement entre les Yuezhi qui ont succédé, qui sont arrivés sur les traces des Grecs, et les Parthes qui avaient établi leur royaume depuis un bon siècle. Et dans cet affrontement, ce roi Artaban porte la guerre chez les Tochariens. C'est le nom que les Grecs ont donné au peuple des Yuezhi, qui a donné les Couchants, et il fut blessé au bras et mourut aussitôt. Ce dont on déduit, il a dû avoir une flèche empoisonnée. Bon. Donc, les relations ne démarrent pas très bien. Voilà. Les Yuezhi sont en train de s'installer dans ces régions. C'est là où les Chinois vont prendre contact avec eux, donc la Bactriane du Nord. Les Parthes sont ici. Hyrcanie, Nissa, une de leurs premières grandes capitales. En gros, ils sont là. Et quelque part au milieu, il y a un affrontement militaire. Apparemment, l'agression vient plutôt du côté parthe, puisqu'il dit ayant porté la guerre chez les Tochariens. Et ça se termine mal. Puis ensuite, ça va se calmer parce que des deux côtés, chacun va avoir ses soucis. Les Yuezhi vont s'étendre au sud de la Moudaria, de l'Oxus, petit à petit, occuper toute la Bactriane, faire leur unité politique, ça va prendre du temps, ça se termine c'est un processus qui s'achève vers 40-50 de notre ère, avant de commencer à s'intéresser à l'Inde du Nord. Mais ils ont quand même des soucis avec des populations nomades.
qu'ils ont laissé derrière eux. Au nord, l'empire des Kangkyu qui s'est emparé de Samarcande et de la Sogdiane, et à l'ouest, ce qu'on appelle, entre guillemets, des Sakas, ou c'est des populations. En gros, ce sont des nomades attardés. Hein. Ce sont des peuples dont à la fois les Parthes et les Yuezhi sont issus. Bien. Alors, le Kangkyu, adversaire redoutable au nord, et qui nous a laissé un art très expressif, hein, avec des scènes entièrement militaires. Je serais amené à en reparler. C'est probablement l'illustration d'une épopée locale. Hein, on les voit avec leurs armures à plaques, des têtes assez particulières, des mœurs guerrières assez violentes. Là, celui-là, il prend quand même un coup de pique dans le front. Voilà, voilà les Kangkyu. Les Parthes doivent également affronter, donc à l'ouest, c'est mal connu, mais on le sait par quelques notices chez les historiens latins, ils doivent affronter d'autres adversaires, donc des Sakas qui s'interposent entre eux et entre donc les Yuezhi et les Parthes. Mais alors, finalement, les Parthes vont réussir à pousser vers l'est et pousser les Sakas au sud, très au sud, et il va rester une trace de ce déménagement des Sakas au sud de l'actuel Afghanistan. C'est la province iranienne qui s'appelle actuellement le Sistan, connue assez récemment sous les feux de l'actualité parce que c'est une province plutôt, c'est là où les manifestations sont les plus chroniques. C'est une province mal tenue par le pouvoir. Séistan, ça vient de Sakastan, c'est le pays des Sakas. Ils ont déménagé, c'est par là, ils ont déménagé au sud. Alors, une partie. Et puis peu à peu, les Parthes, le souci des Parthes, ça va être évidemment Rome, qui vont affronter par toute une série de guerres. Donc, leur centre d'intérêt, finalement, va partir de plus en plus à l'ouest, et ils vont très probablement, je vais revenir là-dessus, les relations avec les couchants vont plutôt s'établir sur un mode pacifique. En fait, il y a même un certain recul, en fait, puisque Merv, qui avait été bien tenu par les premiers Parthes, finalement est occupé par une dynastie Saka qui émet ses propres monnaies. Ça se passe sous le dernier roi Parthe dont on trouve des monnaies à Merv, c'est Phraate V, qui a fait tout à fait scandale à Rome, parce qu'il a épousé sa mère. Non seulement il l'a épousée, mais il l'a mise sur les monnaies. Alors en fait, c'est une histoire dont se délectaient les historiens romains. Le père de Phraate V, Phraate IV, voulait épouser une princesse romaine pour sceller l'alliance. Alors il s'est passé ce qui s'est presque toujours passé quand des princes d'Asie centrale ou même d'Iran ont demandé des princesses romaines ou byzantines. On leur a envoyé une esclave grimée en princesse en disant oui, c'est la fille du sud, c'est la fille du Basileus par une concubine, oui. Bon, enfin. Alors Moussa était probablement une esclave envoyée donc dans le harem de Phraate IV. Elle a pris de l'ascendant sur son fils Phraate V, avec qui elle règne. Alors vous me dites, est-ce que c'est le mauvais esprit des Romains qui disent non seulement il a régné avec sa mère, mais il l'a épousée. Mais en fait, c'est assez vraisemblable. Parce que dans les mœurs zoroastriennes, ça pouvait tout à fait arriver. Le mariage entre frères et sœurs, et même parents et enfants, pouvait être considéré comme extrêmement méritoire.
Donc c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. En tout cas, il a dû être vraiment très occupé avec sa mère, puisque il semble déserter les régions de l'Est et se recentrer vers l'Ouest. C'est là que l'ancienne capitale, la grande capitale de Nissa, les grandes capitales de Nissa et même Hécatompyle un peu plus à l'ouest cessent de fonctionner comme ville impériale. Disons à peu près, dans le courant du 1er siècle de notre ère, on voit que les grands monuments sont plus occupés ou bien sont réaffectés, etc. Visiblement, le centre de gravité politique de l'Empire part à l'ouest. C'est Ecbatane, aujourd'hui Hamadan, et puis surtout Ctésiphon, la grande capitale sur le Tigre. Alors, on a peut-être un point d'observation très précis sur ce moment autour de 40 après Jésus-Christ qui voit l'affirmation de la monarchie kouchane, le reflux des Parthes, l'affrontement des Couchans avec ses voisins nomades. Il est assez vraisemblable que tout ça se trouve illustré dans une série extraordinaire de reliefs de terre crue peintes, trouvés sur le site de Khalchayan en Ouzbékistan. Malheureusement, donc, tout ça est parvenu de manière très fragmentaire. Donc, on a tenté des reconstitutions, toutes hypothétiques, mais auxquelles j'aurais tendance quand même à apporter un certain crédit. Alors, ceux d'entre vous qui ont vu l'expo Ouzbékistan au Louvre il y a 2 ans ont pu voir une partie de ces reliefs. Celui-là y était, celui-là aussi d'ailleurs. Le prince qui tient son arme, peut-être pas avec l'armure, mais il n'y avait que sa tête, je crois. Ouais, non, il y avait une partie. Et c'est expliqué assez en détail dans le catalogue. Donc, ce monument a été trouvé par hasard. Hein, les têtes, je crois que c'est sorti à l'occasion de Labour. C'est l'équipe de Madame Pougatchenkova à Tachkent qui a été peut-on dire, la fondatrice de l'archéologie scientifique en Ouzbékistan, une dame très éminente et que j'ai eu l'honneur de bien connaître, qui a fouillé dans les années 60, et c'est là en fait où son équipe s'est faite la main. Ils ont vraiment découvert l'archéologie kouchane, qu'ensuite ils ont renouvelé en continuant sur d'autres sites. Alors, le bâtiment, on ne sait pas très bien la fonction que ça. C'est un pavillon d'audience, décoré de reliefs sur tous les côtés, en hauteur. Alors, on a dit un sanctuaire, mais il n'y a rien de... On n'a pas trouvé d'autel, on n'a pas trouvé de grande statue de divinité. Ça pourrait être simplement un pavillon d'audience royale. Alors, malgré tout, oui, alors voilà. Ce sont les reconstitutions proposées par Madame Pougatchenkova pour les reliefs. Disons, bon, bien sûr, c'est très discutable dans le détail, mais disons, je dirais que par rapport à des alternatives qui ont été proposées depuis, c'est probablement le moins loin de la vérité. Madame Pougatchenkova est quelqu'un qui avait un sens intuitif extrêmement développé et elle était très très bonne pour replacer des fragments dans le contexte. Alors, il semblerait que... il y a 2 scènes où ils sont alignés en rang de nion et visiblement c'est la présentation du clan royal. Voilà, on va dire le clan royal. Et puis, il y a d'autres scènes, je vais revenir là-dessus, qui sont des scènes de bataille. Et alors, dans l'une de ces scènes, il semblerait que ce soit la dédicace d'un sanctuaire, peut-être le pavillon de Khalchayan, peut-être ailleurs, à une déesse dont la statue de face est représentée sur un char. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui tirait le char. On n'est pas sûr que ce soit vraiment un cheval. Mais enfin, on voit l'arrivée d'une déesse. Alors,
Apparemment, maintenant, on reconstitue une porte ici, qui serait la porte du sanctuaire. Ce serait la cérémonie de dédicace. Et puis, je vais revenir sur les scènes avec la famille royale. Ensuite, il y a des scènes de bataille. Alors, c'est là, 2 scènes de bataille. Alors, c'est là où Paul Bernard et moi-même nous divergeons par rapport à Madame Pougatchenkova, parce qu'elle a bien remarqué que ces scènes montrent 2 peuples différents. Certains qui sont habillés, des archers habillés légèrement, vraiment des archers de la steppe, et d'autres qui sont des cavaliers en grosse armure, ce qu'on appelle des cataphractaires, ce que les Romains appelaient des cataphractaires. Là, sur l'existence de 2 peuples, c'est tout à fait clair. Voilà d'ailleurs un des archers, enfin, je vous dis tout de suite, ce sont évidemment les Yuechi, les ancêtres des Couchants, qui tient une armure que probablement il a eu en trophée. Et ils ont des têtes différentes. Les Yuechi, les voilà, ils ont des traits. On a dit mongoloïdes, et finalement les anthropologues ne sont pas tout à fait d'accord, ce n'est pas vraiment mongoloïde. Ce sont des types, on dit maintenant, type eurasiatique, ou je ne sais pas, mais enfin, c'est un type physique qu'on peut retrouver plus ou moins aujourd'hui chez les Coréens. Voilà. Ce type de visage assez plat, des yeux fendus, et une déformation artificielle du crâne. Ça, c'est très intéressant. Ils avaient visiblement, les bébés avaient le crâne déformé artificiellement, et ils ont le crâne qui pousse en hauteur. Et puis là, leurs adversaires qui ont des armures, qui eux ont des armures sophistiquées, et qui sont représentés, qui sont, disons, europoïdes, caucasoïdes, si on veut. C'est la manière, en fait, dont les Grecs représentaient les Scythes. Voilà, des personnages qui, en fait, ressemblent un peu aux Grecs. Ils ont des grandes barbes. Et voilà, ça, ce sont donc les Yuechi archers. Alors, pour Madame Pougatchenkova, il s'agit d'une scène de parade militaire, où, en fait, les nouveaux conquérants Yuechi fraterniseraient avec les conquis, qui sont évidemment pas les Grecs, on les a mis à la porte, mais les Bactriens, hein, l'aristocratie locale. Paul Bernard a démontré de manière, à mon avis, convaincante qu'en fait c'est une scène d'affrontement, parce que dans certains cas, on a vraiment des indices de bataille. Voilà un personnage à genoux dans la scène de bataille, donc visiblement, c'est un vaincu qui supplie. Et puis on a une tête coupée. Et en fait, on sait, on a maintenant des analogies qui permettent de dire, excusez-moi, voilà, cette tête coupée, là, c'est ça. C'est-à-dire que chez les Kankyu, on a ça aussi, la tête de l'ennemi coupée et attachée à l'arçon, à la courroie de poitrail de la selle. Et voilà des reliefs de Crimée qui nous montrent une bataille entre Scythes. Et on a également des têtes coupées pendant à l'avant du cheval. Alors ça a une longue histoire. Quand les Ouzbeks, les Cheibanides, vont prendre Hérat en 1500 et en déloger les Timourides, ils vont se promener, ils vont parader en ville avec la tête des chefs Timourides ou de leurs généraux attachés à la selle, attachés à la courroie du cheval. Donc c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Il y a autre chose qui a duré très longtemps, c'est de boire dans le crâne de son ennemi. Les Yuechi, on sait que les Huns l'ont fait vers 200 avant Jésus-Christ, à l'époque où les Yuechi étaient encore leurs voisins. Ils ont bu dans le chef des Huns a bu dans le crâne du Yuechi, et puis ça se retrouve quand Shah Ismail,
le premier des Safavides va vaincre le chef ouzbek, il va boire dans son crâne. Donc là, la recette ne s'était pas perdue. Bien. Alors, donc, les couchants sont bien identifiés, mais qui sont leurs adversaires, hein? Ça pourrait être... bon, ils ont un type. Ils sont représentés comme les Grecs représentaient les Scythes. Donc, ça pourrait être des Sakas de l'Ouest, des gens attardés dans la steppe, les mêmes qui ont combattu les Parthes, mais ça pourrait être aussi, éventuellement, ça pourrait être des Kankyus, les adversaires du Nord, parce que, comme vous le constatez, ils ont le même type d'armure. Voilà. Donc ici, c'est le Kankyu qui a attaché la tête de son ennemi. Dans la scène de bataille, c'est beaucoup plus vraisemblablement le Yuechi qui a attaché la tête de son ennemi. Mais enfin, ce genre de politesse existait dans les deux camps. Voilà. C'est ça, donc voilà. Probablement, les Yuechi, certainement, et eux, peut-être les Kankyu, peut-être d'autres peuples scythes. Alors, l'ensemble comprend aussi deux portraits de famille. Donc, j'en ai montré un où on voit apparemment la dédicace d'un sanctuaire. Voilà, le prince qui montre son trophée. Un ensemble de princes qui ont tous des têtes, ils ont des têtes assez individualisées, pas tout à fait la même coupe de cheveux, mais on voit que c'est le même peuple. Donc, visiblement, c'est une présentation clanique. On nous montre une famille royale ou peut-être un ensemble de plusieurs branches alliées. C'est pas encore une monarchie centralisée, comme ce qui va apparaître après. Alors, ce qui est très... Ici, ça devient assez précis, parce que préside à la cérémonie un chef assez âgé, avec apparemment une reine. Les autres sont des princes plus jeunes. Et alors un intrus, celui-là, qui semble être à côté d'une princesse. Et celui-là, Madame Pougatchenkova a tout de suite vu qu'il n'avait pas la tête des autres. Il n'a pas la tête des couchants, il n'a pas la tête de leurs adversaires. C'est un Parthe. C'est très certainement un membre de la dynastie arsacide. D'ailleurs, il a le bandeau royal ici. Alors, les couchants ont un bandeau aussi un peu comme ça, mais là, c'est un bandeau pour tenir les cheveux quand on tire à l'arc. Là, c'est clairement un bandeau royal. Alors, l'identité de ce... j'ai fait plus tard des propositions quant à l'identité précise de ce personnage que je pense avoir retrouvé dans un passage de l'historien latin Tacite qui parle des démêlés que les Parthes ont eus à l'Est. Mais cette petite enquête policière, je la laisse pour la prochaine séance. Merci.